Les amis, on y est, ça y est, dernier podcast de l'année, le 10e, on a atteint le premier objectif, 10 podcasts d'affilée, ça y est, oh là 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 là. J'espère que vous avez passé des fêtes de Noël super. Là, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est normalement, alors attendez que je regarde la date, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est le 27 décembre ou plus, dépendamment de si vous l'écoutez à la sortie. Moi, je vais être totalement sincère avec vous. On est le lundi 22. D'habitude, j'enregistre mes podcasts la veille de quand ça sort, donc normalement le vendredi. Mais là, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps. Donc, je préfère le faire maintenant, là que je suis un peu chaud. Surtout qu'en plus, c'est pas un podcast hyper bien préparé dans le sens où ça va juste être un podcast chill. Je sais qu'en plus, ça va être que les vrais qui vont écouter ce podcast parce qu'on va pas donner forcément des conseils de fou pour progresser en calisthénie, progresser sur les facteurs externes ou le mindset, etc. On va juste faire un petit bilan de 2025. Donc pour tous ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur moi, vous êtes au bon endroit. Voilà, je vais raconter un petit peu ma vie et je voulais vraiment faire ce bilan. C'est la première fois de ma vie que je vais faire un bilan réel comme ça sur tout ce qui s'est passé sur cette année, ce qui s'est passé de bien, ce qui s'est passé de pas bien, et essayer de faire un bilan pour essayer de commencer l'année 2026 d'une meilleure manière et essayer vraiment de tout exploser en 2026. Parce que là, je vous le dis, hein, les gars, j'ai vraiment la dalle pour 2026, mais vraiment. Et il y a eu beaucoup de changements, comme je vais tout expliquer dans ce podcast. Donc installez-vous confortablement. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches et que vous êtes ready pour le nouvel an. Voilà, je ne sais pas si vous avez prévu beaucoup de choses. Moi, pas pour l'instant. Donc voilà. Bref, les amis, introduction, d'où je viens avant 2025. C'est important pour poser le contexte de 2025 que je parle de 2024 parce que pour moi ces deux années en fait elles sont liées. Donc c'est très important que je parle de 2024. Donc l'année 2024 était une année très très particulière pour moi qui a profondément marqué ma vie à tout jamais. Là pour le coup c'est autant les autres années, 2023 si, mais les années avant 2023 il n'y a pas eu de gros impact on va dire vraiment qui ont marqué ma vie. Là, alors, mes chats sont en train de se battre derrière moi. J'espère que ça ne gêne pas le podcast. Si vous avez entendu un cri, c'est juste mes deux chats qui se foutent sur la gueule. On se calme, hein. Bref, on va essayer de ne pas faire de coupure, donc ce serait bien qu'ils arrêtent, ça serait cool. Bref, je disais, 2024, année particulière qui a profondément marqué ma vie. Pourquoi? Déjà, 2024, c'est d'abord le retour d'un de mes plus beaux voyages que j'ai fait. Bon, du coup, il y a eu un cut. Mes chats n'ont pas voulu arrêter de se foutre sur la gueule, donc j'ai fait un petit cut. Bref, je disais, 2024, c'est d'abord le retour d'un de mes plus beaux voyages, mon tout premier voyage en solo avec juste ma copine à l'autre bout du monde. On est parti en Australie pendant un an et c'était incroyable. Bref, peut-être que je ferai un podcast sur ce voyage en Australie, mais du coup, 2024, c'était le retour. On est revenu en février 2024. On est revenu le jour de l'anniversaire de ma mère. C'était fait exprès sans faire exprès. Mais la raison première de pourquoi on est revenu, c'était parce que moi, je voulais lancer mon business, lancer ma chaîne YouTube et vivre de ma passion. Donc, on est rentré. Parce qu'à la base, on voulait partir en Australie et après faire tout plein de pays. On voulait aller au Japon, Nouvelle-Zélande. On voulait aller aussi visiter un peu plus l'Asie également. Et au final, on est rentré parce que en 2023, en Australie, j'ai eu comment dire, une illumination. Je me suis dit, putain, mais il faut que je lance mon business, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et en Australie, j'avais pas vraiment le matos nécessaire pour tout lancer comme il faut, même si j'ai pu commencer. Mais du coup, je suis rentré, je me suis dit, il faut que je me pose et là, je charbonne. Voilà, donc, retour en France, retour à la réalité, entre guillemets, parce pendant un an, on était un peu en mode vacances, même si on a bossé et tout là-bas, mais c'était vraiment un peu vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est retour en France, plein hiver, il fait froid, et il faut bosser. Tout simplement, il faut bosser pour réussir à vivre sereinement. Puis retour en France, on revoit les proches, on revoit un peu ouais, toute cette société française où tout le monde un peu tire la gueule. Euh, je le dis en rigolant, mais moi ça m'a vraiment mis une petite claque en fait quand je suis arrivé en Australie. Je dis pas que l'Australie c'est mieux que la France, pas du tout. Je dis juste que les gens sont un peu plus chaleureux là-bas et ça donne un peu plus envie d'aller au contact humain. Et là, dès qu'on est arrivé en France, boum, les gens ils faisaient la gueule, ça s'embrouillait, ça parlait mal et tout. Je me suis dit, voilà, mais on est où? Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, comme je dis, je reviens avec une intention claire, lancer le business, développer ma chaîne YouTube, vivre de ma passion.
Bon, 2024, je me suis clairement pas donné à 100% dans mon business, j'ai dû me donner allez, à 20%. Je procrastinais, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'étais pas discipliné, pas structuré, pas engagé comme il aurait fallu. Mais en plus de ça, un gros changement, et c'est ça qui a profondément marqué ma vie à tout jamais, c'est que j'ai eu un gros souci de santé en juillet 2024. D'un coup, bah, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC. Voilà, donc sorti de nulle part, ce petit filou, boum, AVC. Donc pour ceux qui ne savent pas, un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, je crois, un truc comme ça. En fait, même moi, hein, j'en ai fait un, mais je me suis pas renseigné dessus parce que je suis tellement détaché maintenant de ça que voilà, ça fait partie du passé. Mais voilà, bref, j'ai fait un AVC, c'est un truc quand même assez grave hein, qui peut, bah, clairement, tu peux en mourir. Donc voilà. Comment il s'est déclaré? Parce que bah, d'un coup, en fait, je me suis levé un matin et j'ai vu que je voyais plus rien à gauche. Donc en gros, vous savez, on a un champ visuel, donc vous pouvez voir, c'est pas réellement à 180 degrés, vous pouvez voir un peu plus que 180 degrés, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, je ne vois plus à gauche. Donc, c'est-à-dire que toute la moitié gauche de mon champ visuel, quand je regarde tout droit, je ne vois plus à gauche. Donc, j'ai perdu un tout petit peu moins de la moitié de mon champ visuel et j'ai encore la séquelle du coup de aujourd'hui. Donc, pour vous donner un exemple tout bête pour les athlètes de calisthénie, quand je fais un handstand, donc vous savez, on regarde au milieu, quand je fais un handstand, je ne vois pas ma main à gauche. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'impact que ce manque de champ visuel a sur moi. Et du coup, bah, vous en doutez, qui dit gros soucis de santé, dit grosse remise en question, je dirais pas dépression, mais des gros moments de déprime, parce que bah, j'étais pas bien, forcément. Quand tout va bien dans ta vie, tu es en pleine santé, tu fais du sport et tout, et d'un coup, tu sais que tu es passé à deux doigts de la mort et que bah, tu vas plus jamais revoir, potentiellement, tu vas pas revoir, on va dire, comme il faut, que tu peux plus conduire de voiture alors que c'est ta passion, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je dirais pas que 2024 a été une année dépressive, mais pas loin. Pas loin. Il y a eu pas mal de confusion, de baisse d'énergie, donc en gros, je termine 2024 fatigué, frustré, mais avec quelque chose qui commence à renaître, la dalle. J'avais faim, je me suis dit, ok, je vais pas me laisser abattre. Donc voilà un petit peu pour le bilan de comment j'ai attaqué 2025. Voilà, comme ça au moins, vous avez un peu le contexte. Donc janvier 2025, j'attaque, comme je le dis, avec une envie claire, réussir. Faire fonctionner mon business, me reprendre en main, progresser en calisthénie. Parce qu'il faut savoir que au moment où j'ai déclaré mon AVC, en fait, ça m'a fait perdre beaucoup de niveaux en calisthénie. Je suis passé de 10-12 handstand push-up à 0. Je suis passé d'un presque front touch, je dis presque parce que, on va dire, j'avais 2 secondes de front touch qui n'était pas vraiment hold, où je touchais pas à 100%, j'arrivais plus à advanced stock touch. Qu'est-ce que j'ai perdu? Bah, j'ai perdu mes front lever pull-up, j'en avais deux pas belles, mais on s'en fout de la forme encore une fois, à zéro. Même les one leg, je galérais. Le handstand, je galérais à le tenir. Bref, j'avais perdu pas mal de niveaux. Donc, je voulais tout reprogresser, repartir à fond. Donc voilà. Première chose en janvier, qu'est-ce qui se passe? Boum, opération du cœur. Puisque c'est mon cœur qui était à l'origine de l'AVC, malformation au niveau du cœur. En gros, vous savez, le cœur, il y a deux cavités. Il y a la cavité gauche, cavité droite, et elles sont fermées, ces cavités, entre guillemets. Et moi, bah, j'avais un trou entre ces deux cavités, ce qui fait que les deux cavités communiquaient ensemble, et ça faisait une sorte de... Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais on va dire, imaginez un flux d'air, et ce flux d'air, en fait, peut générer... Enfin, c'est pas un flux d'air, du coup, c'est flux de sang. Et en fait, ce flux trop important peut générer un caillot, et c'est ce caillot qui a remonté, du coup, jusqu'au cerveau et qui, boum, a bouché une artère ou une veine, je sais plus exactement. Comme je vous ai dit, je me suis pas... En fait, moi, c'est un domaine un peu qui me terrifie un peu, tout ce qui est hospitalier et tout, surtout quand ça touche le cerveau, des trucs comme ça. Et du coup, moins je me renseigne, mieux c'est. Mieux c'est parce qu'au moins, voilà, je ne dramatise pas les choses. Je sais ce que le médecin m'a dit, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis, il y a plein de choses que j'ai oubliées en plus de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler en termes scientifiques, parce que tout simplement, je m'y suis pas plus intéressé que ça. Je sais ce qui m'est arrivé, je sais pourquoi ça m'est arrivé, je sais ce qu'il faut que je fasse pour réduire les chances que ça n'arrive plus. Voilà, moi, ça me suffit, ok? Donc, j'avais extrêmement peur en janvier, parce que c'était la première fois que j'allais me faire opérer. En plus de ça, du cœur, et surtout, c'était la première fois que j'allais être sous anesthésie générale. Donc c'était la première fois de ma vie. Alors l'opération, c'était une toute petite opération qui durait, je crois, 30 minutes, je crois, même pas. Et en fait, il passe par une artère dans la jambe, il remonte
avec une sorte de fil de fer. Enfin, c'est pas un fil de fer, mais c'est pour vous donner l'image. Il remonte avec un fil de fer et en fait, il place une sorte de bouchon, entre guillemets, une sorte de rustine, quoi, dans votre cœur pour justement fermer les deux cavités. C'est ça qu'ils m'ont fait. Donc, ils m'ont pas ouvert en deux au niveau de la cage thoracique et tout. Non, non, non. C'était vraiment une toute petite opération, mais il fallait quand même que je sois en anesthésie générale. Bref, c'était la première fois, donc j'avais peur d'avoir mal, je ne savais pas du tout comment c'était d'être sous anesthésie, j'avais peur de ne pas me réveiller, imaginez, j'avais peur qu'il y ait des complications, parce qu'il y avait des risques, hein, quand chaque opération comporte ses risques. Bon, il n'y en a pas eu, je touche du bois, il n'y a pas eu de mal, tout s'est super bien passé, j'ai pas eu mal, les médecins m'ont dit ça s'est passé super bien, là j'ai fait des tests récemment, ils m'ont dit que tout était cool, donc voilà. Mais en plus de ça, du coup, j'ai pas fait de sport pendant plusieurs jours, après l'opération, forcément. Donc, ce qui est mentalement un peu dur pour moi, parce que j'adore faire du sport, que ce soit calisthénie, course à pied, marcher, etc. J'ai pas pu, parce que même marcher, c'était compliqué. J'avais, là où ils sont passés, en fait, par la veine, en fait, j'avais un tout petit peu mal. Donc, et ça pouvait se rouvrir. Et du coup, je me suis dit, on va éviter de faire des efforts. Donc, j'ai pas trop marché. Mais bon, comme je dis, fin janvier, l'opération s'est bien faite, je pouvais refaire du sport, donc je me suis dit, ok, je suis réparé, je suis tout neuf, je peux avancer. Février, on continue du coup le business, on reprend aussi un peu le sport, etc. Je lance du coup mon accompagnement perte de poids parce que c'est ce qui me semble pour moi pour l'instant le plus simple, le plus accessible et le plus vendable au départ parce que je me sentais pas assez, j'avais pas assez confiance en moi pour aider les gens à prendre du muscle tout simplement. Donc je me suis dit ok, perte de poids, c'est facile à faire, boum, je me lance. Mais très vite, je le sens au fur et à mesure de l'année que je prends pas de plaisir à faire ça tout simplement. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. La perte de poids, c'est pas stimulant pour moi. Donc je le fais plus par raison que par conviction. Et maintenant, en fait, je me pose et je me suis dit, ok, j'ai quitté des boulots qui ne me plaisaient pas pour faire des trucs qui me plaisent, mais dans ces trucs qui me plaisent, je fais des trucs qui me plaisent pas. C'est pas normal. Donc, évidemment, j'ai vite changé le tir, vous allez voir. Donc février 2025, voilà à peu près ce qui s'est passé. Mars, gros changement dans ma vie. Mars marque un tournant énorme, positif cette fois, je vous rassure. Je prends une maison avec ma copine. Voilà, on s'est dit, on ne veut pas d'un appart, on veut une maison. Pourquoi? Pour la grandeur, l'espace, etc. Possiblement aussi avoir un petit terrain. Bon, au final, au terrain, on a juste une toute petite cour qui est largement suffisante. Je peux m'entraîner dehors quand il fait beau et tout. C'est bien. En plus, elle est un peu coupée des voisins. Les voisins ne peuvent pas nous voir, donc c'est cool. Mais c'est pas un jardin, c'est pas de l'herbe, c'est du goudron, quoi, tout simplement. Mais c'est toujours mieux que rien. Je vais pas me plaindre. On prend une maison avec ma copine parce que du coup ça faisait un an que du coup j'avais vécu un petit peu en coloc chez un pote. Enfin c'est mon meilleur pote en fait, je sais pas pourquoi je signe juste comme un pote, c'est mon meilleur pote. En plus je sais qu'il va écouter ce podcast, j'en suis quasi sûr, et là il va m'envoyer un message, il va me dire ah ouais je suis juste ton pote. Bref, dédicace à toi Lucas. Bref. Du coup, j'étais en coloc chez lui, ça s'est super bien passé. Sauf que après mon AVC, en fait, je suis retourné chez ma mère parce que, au cas où j'avais des complications au niveau santé, il fallait que j'ai quelqu'un à disposition pour m'emmener aux urgences si jamais. Et sauf que, forcément, mon meilleur pote, il travaille, lui, il a un boulot, il a une vie, et du coup, il peut pas forcément m'emmener aux urgences. Et puis, voilà, j'ai ma mère qui, elle, peut s'occuper de moi, donc voilà, c'était plus logique. Donc du coup, je suis retourné chez ma mère. Pareil, c'est super bien passé, bon. Mais c'est juste que voilà, vous savez ce que c'est de vivre chez ses parents, c'est vous n'êtes pas chez vous en fait, vous êtes chez vos parents, donc vous vous pliez aux règles, vous vivez pas à 100% comme vous pourriez vivre si vous viviez tout seul, aussi bien que vous puissiez vivre chez vos parents. Moi, c'est super bien passé chez ma mère, elle me laissait énormément d'espace, énormément de liberté, je pouvais tourner mes vidéos, je pouvais faire mes trucs, mais moi, j'avais pas envie d'entacher sa liberté à elle. Donc par exemple, quand elle regardait sa télé ou quand elle était dans le salon, j'avais pas lui dire bon maintenant tu t'en vas, je vais tourner ma vidéo. Non. Donc j'attendais qu'elle aille au travail, etc. Enfin voilà. Bref, c'était un peu compliqué pour moi dans ce sens-là que je pouvais pas être productif quand je voulais être productif. Et en plus de ça, je jouais beaucoup, ce qui n'aidait pas. Bref, j'avais pas un cadre à 100% tip-top pour la productivité au travail. Donc c'est pour ça qu'avec ma copine, boum, on s'est dit, allez, on prend une maison, même si moi j'avais pas de revenus, enfin j'ai juste mon chômage, je me suis dit, mais c'est pas grave, ça va me donner encore plus faim, et c'est le cas. Et du coup, voilà, on a la maison, on s'installe, on a plus de liberté, et là, pour la première fois depuis longtemps, je suis chez moi à 100%.
Ma productivité a augmenté, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo parce que bah, j'ai plus faim au niveau travail en fait. Là j'ai un loyer à payer et c'est pas en allant faire des kills sur Call of que je vais réussir à payer mon loyer. Enfin en tout cas je pourrais si j'étais joueur pro ou que j'ouvrais ma chaîne YouTube là-dessus, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Mais mars aussi ça marque un autre choix fort, c'est l'arrêt de ma chaîne YouTube. Alors je j'ai pas souvenir de quand est-ce qu'elle date ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de voir si je peux voir alors, je sais que c'est pas prévu, mais j'ai envie de savoir pour ajouter un peu plus. Mais je sais que c'est en fait pas longtemps après que j'ai pris notre maison. Donc la dernière vidéo, c'était il y a 6 mois. Ah non, en fait c'était peut-être en mai du coup. Ah mais c'était en juin, mais qu'est-ce que je raconte moi? Juin. Du coup c'était pas mars. Ok, bon. Mais je sais que mars, avril, mai, là, ces 3 mois, en fait, ça a été le déclic, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, j'étais du coup en coach perte de poids, ce qui n'était pas du tout aligné avec ma chaîne YouTube, qui était une chaîne YouTube où je vloguais mes séances calisthénie, et c'était vraiment axé calisthénie, j'essayais de donner des conseils pour les débutants et tout, bref, pas du tout aligné avec la perte de poids. Ok. Et donc, c'est à partir de mars que je me suis dit, ce serait peut-être bien que j'arrête ma chaîne YouTube pour me concentrer à fond sur mon business, parce que c'est mon business qui me permettra de payer mon loyer. J'avais pas de vision encore avec ma chaîne YouTube à ce moment-là. Je faisais vraiment des vidéos juste pour kiffer, pas forcément pour toucher de l'argent. Ok. Donc, voilà. Je me suis posé une question simple, je me suis dit qu'est-ce qui peut réellement payer mon loyer? La réponse était claire, c'est mon business et pas YouTube. Donc du coup j'ai coupé YouTube parce que j'arrivais pas à me focus et sur l'un et sur l'autre vu que c'était quand même des choses assez séparées. Et du coup je me suis dit je me focus à 100% sur le business. J'ai eu également en mars, avril, mai, j'ai plus exactement la data, mais j'ai eu mes premiers clients, donc j'ai eu mes premières payes avec mon business après bah voilà, plus d'un an, parce que je rappelle que j'ai commencé en 2024. Après plus d'un an de travail, j'ai enfin eu mes premiers clients, mais c'était des accompagnements pas chers. Je donnais énormément de valeur, énormément de temps, mais c'était assez peu structuré et surtout, bah, ça ne me ramenait pas beaucoup d'argent du tout. Parce que bah, c'est en juin que je me suis rendu compte, à partir de juin, que je travaillais beaucoup, certes, mais très mal. Parce qu'il y a une différence entre travailler beaucoup et travailler bien et travailler de façon productive. Moi, j'avais vraiment l'impression de travailler beaucoup, mais en fait, je saturais, je travaillais énormément, mais sans retour sur investissement. Que ça soit en termes de follow sur Instagram avec la création de contenu, que ça soit en termes d'argent, tout simplement, ou même de prospects potentiels que je pouvais, enfin de clients potentiels que je pouvais vraiment réussir à close, mais j'avais pas de retour en fait. Donc je travaillais beaucoup, mais pas du tout efficacement. Je mettais énormément de temps, énormément d'énergie, mais pas du tout sur les bonnes actions, pas du tout avec une bonne stratégie. J'avais pas une bonne vision, j'avais pas les bons leviers, bref, rien qui allait. Donc d'ici, je décide de me sortir les doigts du cul encore plus et je décide de prendre un coach business qui peut m'aider à réussir à optimiser tout mon travail, optimiser mon business, optimiser ma niche, optimiser pour réussir enfin à vivre de tout ça en fait. Parce que tout ce que je fais là, j'ai pas envie de le faire pour rien. Donc du coup, je prends un fameux coach qui s'appelle Ethan. Donc son compte Insta, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Ethan Digital. Bref, je vous le mettrai dans la description. Et si vous avez un business, notamment dans le coaching sportif, je vous le conseille. Franchement, c'est un jeune qui a 19-20 ans, je ne sais plus exactement, et vraiment, c'est hyper puissant. Tout ce qu'il a à apprendre, c'est hyper puissant. Et vraiment, ça a changé ma vie, encore une fois, cet accompagnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que très vite, en fait, il me met face à la réalité. Je fais beaucoup trop de choses pour rien. Je manque de focus, je manque de clarté, je manque d'engagement réel. Et il me dit surtout une phrase essentielle, c'est que, en fait, je disais que je faisais beaucoup de perte de poids, mais j'étais pas fermé à l'idée de faire de la prise de muscle. Si jamais je tombais sur un gars qui voulait faire de la prise de muscle, pourquoi pas. Mais il m'a dit, tu dois choisir une chose et te focus à 100% dessus. Tu peux pas faire et de la perte de poids, et de la prise de muscle, et je sais pas, moi, aider les gens à courir ou autre. Non, 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 non. Pas tout à la fois. Tu te concentres sur un problème, une seule cible. Et donc là, je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce qui vraiment est le plus stimulant pour moi? Parce que moi, ce que je voulais, c'est être stimulant. Bon, la perte de poids, ça me saoule un peu. Oui, c'est facile à faire. C'est facile de faire perdre du poids aux gens. Vraiment. C'est facile parce que tu as juste à leur dire bougez plus, mangez moins.
évidemment, je réduis ça, mais évidemment qu'il y a tout un côté psychologique aussi à apporter, que le coach, encore une fois, je suis pas en train de dénigrer ceux qui sont coachs en perte de poids, pas du tout, parce que je sais ô combien que le côté psychologique de la chose est hyper importante. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de ça, ok? Ça me stimulait pas plus que ça. Je me suis dit, prise de muscle. Surtout qu'en plus, perte de poids, oui, j'y ai connu un petit peu parce que j'ai pris plus 15 kilos et j'ai dû perdre ces 15 kilos de gras que j'avais pris. Donc je connais un petit peu, mais j'ai pas non plus une grosse histoire à raconter avec la perte de poids. Alors que la prise de muscle, oui. Donc du coup, je me tourne vers la prise de muscle parce que ça me parle beaucoup plus. Donc, prise de muscle pour les hommes. Donc je change ma direction, je change ma DA sur mon compte Insta, même si je publiais pas tant que ça sur Instagram, mais bon, voilà, je change quand même ma direction. Et surtout dans l'accompagnement, je me suis juré une chose parce que ça a été un investissement hein, quand même. Euh, Ça a été plusieurs milliers d'euros. Donc je me suis dit, je vais être sérieux, je vais être présent à tous les calls, je vais être impliqué, travailleur. Mais avec le recul, bah, il y a une vérité qui s'impose, c'est que, bah, en fait, oui, j'étais sérieux, j'étais présent à tous les calls, à toutes les réunions, enfin bref, j'étais là, mais j'appliquais pas tout. Je me trouvais des excuses inconsciemment et je pensais que certaines choses étaient acquises. Donc par exemple, notre coach, enfin Ethan du coup, il fait des analyses de certaines choses, donc notamment de notre prospection, mais aussi il peut analyser le compte Instagram, etc. Les calls de vente aussi qu'on fait. Et sauf qu'en fait, moi, j'en voyais jamais tout ça. Donc du coup, je pouvais jamais m'améliorer parce que je pensais que j'avais acquis et que j'avais compris. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, ça m'a fait stagner pendant des mois. Et c'est pas la faute d'Ethan, c'est pas la faute de son accompagnement, c'est ma faute à moi qui me pensais enseignable alors qu'en fait je ne l'étais pas. Je fais référence du coup au podcast que j'ai fait, euh, je crois que c'était le dernier, non? Le dernier ou l'avant-dernier, je ne me rappelle plus, un podcast sur l'enseignabilité. Je vous invite à l'écouter parce que vraiment il est hyper puissant. Et en fait, si je l'ai fait, c'est parce que c'était au moment où j'ai pris justement cette claque. Donc vraiment la claque de je ne suis pas enseignable à 100%, je l'ai pris que très récemment, il y a 2 semaines, je crois. Donc 2, 3 semaines. Parce que clairement, il nous a fait comprendre, et je l'ai vu, parce que du coup, on a une communauté, et j'ai vu des gens qui arrivaient, qui n'avaient pas forcément une grosse communauté sur les réseaux, qui arrivaient à faire des ventes. Et moi, je n'y arrivais pas. Je faisais pas de ventes. J'en avais fait quelques-unes, des petites, mais clairement pas assez pour en vivre. Donc, business, c'était compliqué en 2025, et en fait, c'est tout de ma faute, parce que j'ai pas été assez enseignable, et j'avais pas assez faim. J'avais vraiment pas assez faim. Donc comme je le dis, le vrai problème c'était l'enseignabilité. C'était pas mon coach, c'était pas la stratégie, c'était pas le marché qui est saturé ou je ne sais quoi. C'était juste moi parce que j'avais des croyances limitantes, manque de confiance, mon ego qui était un petit peu déguisé et du coup je m'en rendais pas compte. Et paradoxalement, c'est aussi grâce à cet accompagnement bah, que j'ai fait justement les rencontres qui ont clairement amené un premier changement dans ma vie. Donc vraiment bah, je remercie déjà Ethan pour ça. Ethan fait partie de ces fameuses rencontres, mais il y en a deux autres. En vérité, il y en a plein parce qu'on est. Il y en a 4, 5, mais j'en retiens surtout deux qui ont été déterminantes. Je ne sais pas s'ils vont écouter ce podcast, mais la première, enfin les deux vraiment rencontres qui ont vraiment changé mon rapport à mon mental et à mes croyances limitantes et aussi au business, c'est Matteo Hera, que si vous faites de la calisthénie, je pense que vous connaissez, très très bon athlète, hyper fort, très bon coach aussi, c'est mon coach actuellement, donc voilà, je le sauce un peu. Et aussi Thomas Gray, vous savez, je vous en avais parlé dans une recommandation. Thomas Gray, pareil, coach calisthénie, spécialisé dans les facteurs externes et toute l'optimisation qu'on peut amener au-delà du sport pour progresser. Pareil, un humain, enfin, c'est deux humains qui sont incroyables. Et pourquoi je dis ils ont apporté une petite chose pour changer un petit peu ma vie, c'est qu'ils m'ont ouvert à la spiritualité, à l'énergie, à l'impact du mental, les croyances inconscientes. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'en fait, je me bridais et qu'au lieu d'être à 100%, j'étais peut-être à 20%. En fait, et sans me rendre compte, pour moi, je croyais vraiment être à 100%, et en fait, pas du tout. Et en me posant des questions qui étaient très inconfortables pour moi, je me suis ouvert, et petit à petit, ils m'ont fait rendre compte que bah, j'étais pas du tout à 100%. J'étais
je me bridais, je me fermais, j'étais pas assez enseignable sur certaines choses, bref, et ils ont eu les bons mots, des mots durs parfois, qui ont titillé mon ego, qui m'ont fait du mal, mais du mal dans le bon sens du terme. C'est du mal dans le sens où ça m'a fait remettre en question. C'est pas du mal en mode c'était des critiques sans construction, pas du tout, bien au contraire. Et c'est pour ça que je dis qu'évidemment il n'y a pas que eux, il y en a d'autres dans l'accompagnement qui aussi m'ont apporté plein de choses, mais c'est vraiment surtout avec ces deux-là que j'ai eu vraiment des discussions jusqu'à parfois tard le soir. Et du coup, ça a été vraiment déterminant pour déjà me prendre des claques et en plus de ça, pour comprendre ce que je dois mettre en place pour réussir à avancer. Donc voilà. Et en fait, tout ce qui me bloquait depuis tout ce temps, c'était mon mental. Et je m'en rendais même pas compte. Et c'est à ce moment-là aussi que je décide, du coup, de me faire accompagner par Mathéo en calisthénie pour travailler sur ma planche, qui, paradoxalement, en fait, ma planche était alignée avec mon business. C'est-à-dire que quand mon business progressait, je progressais sur ma planche, et quand je stagnais sur mon business, ma planche stagnait. C'était assez lié les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce que la planche, j'ai remarqué que, certes, c'est un travail de force, mais c'est aussi un travail mental. Si tu n'as pas le mental pour dominer ta planche, tu n'auras jamais ta planche. Tout simplement. Ou alors tu peux en avoir une, mais elle va pas être très très belle. Tu vas la subir. Et moi, c'était ça. Je subissais ma planche, comme je subissais mon business. Et Mathéo, justement, il m'a mis des petites claques dans la gueule comme ça. Il m'a dit, mec, domine ta planche, arrête de faire le gay, arrête d'être homosexuel. Non pas que j'ai des choses contre les homos, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il m'a dit, arrête de te prendre la tête et fonce et domine-moi cette planche. Et là, ça fait quoi ? Ça va faire 4 semaines, je crois que je m'entraîne déjà avec Mathéo, je ne sais plus exactement, et j'ai ouvert tout plein de portes, j'ai progressé beaucoup plus sur ce mois, on va dire, que sur les 6-7 derniers mois, donc vraiment ça a été hyper déterminant, et c'est à ce moment-là, donc vraiment, que j'ai commencé à bouger intérieurement. Déjà, première chose, je me suis dit, ok, c'est quoi réellement ce que j'ai envie de faire plus tard ? Est-ce que j'ai envie d'aider les gens à prendre du muscle ou est-ce que j'ai envie d'être coach en calisthénie ? Non, j'ai envie d'être coach en calisthénie. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on change encore une fois de niche. Et là, ça y est, c'est officiel, c'est acté. Je suis coach en calisthénie pour débutants. Pourquoi pour débutants ? Parce que c'est les seuls groupes de personnes à qui je peux vraiment apprendre quelque chose. Je ne peux pas, par exemple, apprendre à quelqu'un à débloquer sa planche, étant donné que moi, je n'ai pas encore débloqué ma planche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué. La planche, c'est particulier. Il y a des choses à comprendre. Et c'est bien d'avoir la théorie, mais si tu n'as pas connu ce chemin, c'est difficile de l'enseigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, je me concentre sur les débutants, ceux qui veulent commencer les figures statiques, front lever, handstand push-up, 90 degrés push-up, back lever, drapeau, muscle-up, même les bases, traction, dips, pompe, mais vraiment dans un but pour apprendre les figures. Maintenant, je fais ça. Pourquoi je ne le faisais pas avant ? Tout simplement parce que je me sentais illégitime. J'avais manque de confiance en moi. J'avais l'impression de ne pas être assez fort et du coup de pas être légitime en tant que coach. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Pour un débutant, je suis très fort. C'est sûr que pour un élite, je suis insignifiant dans la pratique. Mais pour un débutant qui a 2 tractions, on va dire, je suis quelqu'un de fort pour lui. Donc, je suis à même de pouvoir lui apprendre à rentrer dans la pratique. Voilà. Comme je le dis, aujourd'hui, c'est acté. Je suis coach calisthénie et je suis fier de le dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire, j'en ai rien à foutre. Je suis coach calisthénie. J'ai des élèves qui progressent énormément. Et grâce à leur travail, oui, grâce à tout ce qu'ils mettent en place, tout leur enseignabilité, leur énergie qu'ils mettent dans leur entraînement, mais c'est aussi, et je ne vais pas me le cacher, c'est aussi grâce à toute la valeur que je leur apporte, à mes conseils et à mon accompagnement. Parce que je sais que je peux aider et ça change tout. Voilà. Donc comme je le disais, le sport, ça a été le miroir un peu parfait du business. Côté 2025, pour parler de calisthénie, en fait, je me faisais accompagner avec Valentin Blanc, excellent coach, énorme expertise technique. Je pense que voilà, Valentin en TZ, pour ceux qui savent pas qui c'est Valentin Blanc, peut-être qu'il y en a, mais c'est, je pense, un des meilleurs en planche. Et surtout, techniquement, il a plein de choses à apprendre à tout le monde, Et j'aime beaucoup sa mentalité aussi, qui est, bref, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais j'étais pas assez ouvert d'esprit, assez enseignable, assez déterminé peut-être aussi, il faut le dire, pour avoir ma planche. Donc du coup, j'ai pas vraiment progressé avec lui. C'est pas de sa faute, encore une fois. Je pense que c'est principalement de ma faute. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr en fait. C'est sûr et certain. C'est principal. Je pense qu'il aurait pu appuyer sur certaines choses. Il ne l'a pas fait.
mais je vais pas lui jeter la pierre parce que moi j'aurais pu le faire. Étant coach, je sais que j'aurais pu mettre des choses en place. Donc c'est pas de sa faute, c'est de la mienne si j'ai pas progressé. Donc voilà. Là, maintenant, je travaille du coup, comme je le disais, avec Matteo Herra et changement radical. J'écoute, j'applique immédiatement ce qu'il me dit, je discute pas, je ferme ma gueule et je fais. Voilà, tout simplement. Il me dit de faire quelque chose, même si dans ma tête ça paraît dur, j'en ai rien à foutre, je le fais et puis on voit ce que ça passe. Bizarrement, je progresse. Bizarrement, hein, mais bon, voilà. Donc, comme je le disais, plus de progression en un mois que sur toute l'année 2025. Parce que Et c'est pas. J'ai failli dire une dinguerie, non. J'ai failli me louper. J'ai dit pas parce que le coach est meilleur, mais parce que je suis enfin prêt à apprendre vraiment et enfin prêt à ouvrir ces portes et voire même les défoncer, ces portes mentales qui sont fermées depuis longtemps. En fait, je pensais qu'elles étaient fermées à double tour, mais en fait, c'était juste la porte était fermée, mais elles n'étaient pas fermées à clé. Je pouvais juste les ouvrir, mais c'est juste que je me disais, mais non, elles sont fermées à clé, donc c'est rien, j'ai pas la clé. J'attendais d'avoir cette fameuse clé. En fait, la clé, je l'avais, c'est moi la clé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon mental la clé. Sinon, côté course à pied, tout s'est bien passé. J'ai fait ma première course officielle en octobre. J'ai fait mon premier semi-marathon. Et là, c'était un peu une dinguerie. Parce que quand on a décidé de faire un semi-marathon, donc c'était en avril, avril 2025, avec ma copine, on s'est dit, viens, on fait un marathon. À la base, c'est ça qu'on s'est dit. Moi, ça fait une dizaine d'années peut-être que j'ai envie de faire un marathon. Et du coup, je me suis dit, go faire un marathon. Mais avant de faire un marathon, j'aimerais bien faire un semi-marathon, histoire de voir un peu l'ambiance qu'il y a sur les courses, etc. Okay, et du coup, on se dit, viens, on va faire le Run in Lyon, du coup, un semi-marathon qui est à Lyon. C'est à côté de chez nous, c'est dans 3-4 mois. On a le temps de se faire une petite prépa. Donc ça, c'était entre avril et juin, je crois. Mais on a attaqué la prépa semi-marathon. C'était une prépa de 12 semaines pour le semi-marathon. Bref, au moment où on s'est inscrit, ils demandent le SAS. Donc pour ceux qui courent, vous savez, il y a des SAS en fonction du temps de votre objectif, en fait, pour éviter que tout le monde parte en même temps et que ça soit le bordel. Donc moi, je me suis dit, ok, pour ce semi-marathon, je vais viser moins d'1h50. Je n'avais jamais, en fait, je ne connaissais pas mon niveau. Les petites courses que je faisais, c'était de l'endurance fondamentale, enfin, c'était vraiment des footings, en fait. Je sais même pas si c'était de l'endurance fondamentale, mais en gros, j'avais pas de montre, juste je courais tranquillement, comme ça, quoi. Juste je courais pour le plaisir. Mais je connaissais pas mon niveau. Du coup, je me suis dit, ouais, 1h50 pour le semi-marathon, ça me paraît bien ambitieux, on va voir. Et à un moment, je crois que c'était une semaine avant de commencer la prépa officielle semi-marathon, je me suis dit, vas-y, je vais courir un semi-marathon et je vais voir. Et je vais essayer de le courir un peu vite et on va voir ce que ça donne. Conclusion, donc ça c'était du coup 3 mois et demi avant le semi-marathon avec lequel je visais du coup sub 1h50. Conclusion, mon premier semi-marathon non officiel, je le cours en 1h47 je crois. Donc clairement, mon objectif, en fait, je l'explose. Plus 3 minutes sur mon objectif, c'est quand même énorme. Et là, je me dis, mais attends, mais je me sous-estime de ouf, en fait. Et surtout, je ne m'étais pas donné à fond. J'y étais pas allé tranquille, mais je ne m'étais clairement pas donné à fond. Donc là, je me dis, oh là là, j'ai failli m'entraîner pour un objectif 1h50, alors que j'ai déjà le niveau pour faire 1h50. Donc je me suis sous-estimé. Donc là, j'ai revu mon objectif, je me suis dit, ok, on va faire moins d'1h40. On va tenter moins d'1h40. Et là, déjà, il y avait un peu plus de challenge parce que il fallait que je batte 7 minutes mon temps. Mais bon, je me suis dit, ok, je ne me suis pas donné à fond. Peut-être que c'est possible, mais je ne savais pas. Arrive du coup octobre, donc j'ai fait toute la prépa, j'ai loupé 0 séance, tout s'est bien passé pour cette prépa. Et on arrive, octobre, boum, semi-marathon, 1h36. Ou 1h37, je sais plus, je m'en rappelle plus. Attendez, j'ai la médaille juste là. Ok, 1h37 et 11 secondes. J'ai galéré à choper la médaille, elle est derrière mes écrans, mais 1h37 et 11 secondes. Donc là, clairement, j'ai explosé encore une fois mon record. Déjà, j'ai fait plus 10 minutes que mon précédent record. Et surtout, je visais en dessous d'1h40 et là, j'ai fait 1h37. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bon en fait. Pourquoi? Parce que pour le marathon, je me suis dit, c'est peut-être ambitieux de viser en dessous de 4 heures. Et je me suis dit, est-ce que vraiment je vais y arriver? Et je me suis inscrit sur l'application Campus Coach pour me faire coacher pour ma prépa marathon justement. Et j'ai rentré mon record pour, mon temps que j'ai fait pour mon marathon, donc 1h37. Et là, ils me disent que j'ai le niveau pour courir un marathon en moins de 3h30. Les gars, je suis refait.
je suis refait. Du coup, pour 2026, donc c'est pour avril 2026, le marathon de Paris. Donc si vous y êtes, avec grand plaisir, on se verra là-bas. Mais du coup, l'objectif, c'est sub 3h30. Et là, je suis trop content parce que 3h30, ça commence à être un bon temps d'amateur. Un bon temps. Non, tout est relatif en fait. Mais je pense que si je m'investissais 2 fois plus en course à pied, je pourrais aller chercher le moins de 3 heures. Mais j'ai pas envie en fait parce que ça voudrait dire enlever des séances de calisthénie et j'ai pas envie. Voilà, j'ai autant envie de progresser en course à pied qu'en calisthénie, donc c'est pour ça. Moins de 3h30 pour moi, c'est le plein potentiel que je peux amener. Donc voilà, première course, j'ai eu des émotions de fou quand t'as tout le monde qui t'encourage et tout, c'est trop trop cool. Je sais pas si vous avez déjà fait des courses officielles, mais c'était vraiment trop trop bien. On était plus de 30 000 coureurs et c'était génial. Et surtout, j'ai réussi mon objectif et c'était la première fois que officiellement, là, j'ai une preuve officielle que j'ai réussi mon objectif. C'était pas vraiment la première fois parce que quand j'ai eu mon front lever, quand j'ai eu mon handstand, etc. Mais c'est différent en fait. La sensation est différente. Là, c'est une course officielle avec un temps, t'as un dossard, t'as payé pour, tu t'es entraîné pour. C'est comme une enfin, je sais pas si c'est apparenté à une compète en street parce que j'ai jamais fait de compète en street, mais voilà. Bref, voilà un petit peu pour mon année 2025. Là, je vous le dis, podcast prochain, je vous dirai un peu mes objectifs pour 2026 et vous allez voir qu'ils sont très ambitieux, mais largement atteignables et c'est sûr que je vais les atteindre, c'est sûr et certain. Mais là, autant vous dire que 2025, c'était pas une année fameuse parce que ça n'a pas été une année de réussite financière. Je me suis pas mal touché les couilles, hein, je vais pas mentir. Je vais pas mentir, je me suis pas mal touché parce que je pensais faire bien les choses, en fait pas du tout. Récemment, là, j'ai pris des claques, que ça soit dans le sport, mais aussi dans le business. Et croyez-moi que ça m'a donné encore plus faim. Là, j'ai vraiment la dalle. Je sais sur quoi je dois travailler. Je sais ce que je dois mettre en place. Et je sais comment le faire. Attention, ça ne veut pas dire que du coup, je vais encore manquer d'enseignabilité. Mais c'est juste que je sais sur quoi travailler. Je sais quelle personne contacter. Bref, j'ai compris une chose essentielle, c'est pas le manque de talent, ni le manque de coach, ni le manque d'opportunités qui m'ont freiné, c'est mon manque d'enseignabilité. C'est hyper important d'être enseignable. Et le problème, en fait, je vais prendre un parallèle hyper simple. Quand on est à l'école, quand on est jeune, on est à l'école, on écoute notre prof. Bon, dans un monde idéal, bien sûr, mais il y en a qui font les cons, comme moi, quand j'étais plus jeune, je faisais le con, j'écoutais pas vraiment. Mais on va dire, voilà, quand on est à l'école, en cours de maths ou cours d'histoire, on écoute le prof, on est enseignable parce qu'on écoute, et après, on doit rendre des comptes pour une éval ou pour un diplôme. Mais quand on devient adulte, on n'est plus du tout enseignable. On se renseigne plus sur rien, on n'essaye plus d'apprendre, et limite, on peut refuser des conseils. Souvent, par exemple, vous voyez, moi, là, comme je disais, mon coach business, il a 10 ans de moins que moi. Je pourrais dire, mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, lui, sur la vie, ce gamin-là? Ouais, ce gamin, en attendant, il a réussi mon objectif et il le réussit 6 fois mieux que moi. Même 10 fois mieux que moi. Il est carrément meilleur que moi. Donc, il a tout à m'apprendre, en fait, sur le business. Peut-être que moi, je peux lui apprendre d'autres choses sur d'autres aspects de la vie. Et c'est ça, l'enseignabilité, en fait. C'est qu'on peut tous apprendre de tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience de la vie, peu importe l'origine, peu importe peu importe en fait, on peut tous apprendre de tout le monde. Donc aujourd'hui, j'avance différemment, je suis plus humble, plus ouvert, plus engagé et j'ai faim de ouf. J'ai faim et quand je dis faim, c'est pas que j'ai envie de manger, mais c'est que j'ai envie de tout casser. Donc je vous le dis, 2026 arrive avec une toute autre énergie, je vais tout casser et voilà, vous allez... c'est ici que vous allez l'entendre en premier. Putain, je sais pas pour qui je me prends, mais en vrai, si, c'est vrai. Je vais tout démonter, vous allez voir. Ça va être une dinguerie. 2026, j'ai plein de projets. Je sais pas si ça va arriver 2026, 2027 ou 2028, on verra. Mais j'ai plein d'idées. Ce qu'il me faut avant tout, c'est de l'argent. Hein, on va pas se mentir, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et une fois que j'aurai stabilisé cet argent, va se passer des trucs de fou. Bref les amis, prenez soin de vous, passez un bon nouvel an, je vous dis pas bonne année tout de suite parce qu'il y aura le podcast de la semaine prochaine, du coup je pourrais vous dire bonne année. Et voilà, bref, merci de m'avoir écouté raconter ma vie, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Et puis voilà, bonne fin d'année, salut.